Bonjour à tous et bienvenue à notre premier webinaire du Semaine des soins infirmiers. Je m'appelle Diana, je suis adjointe administrative à la IAAND. Nous aimerions prendre aussi un moment pour reconnaître le dévouement de tous les professionnels des soins infirmiers. Nous vous remercions pour les soins que vous fournissez chaque jour aux citoyens du Nouveau-Brunswick. Sur le webinaire d'aujourd'hui, Soins palliatifs est présenté par Lise Durette-Lan. Ce webinaire est la première partie d'une série de 2. La deuxième partie aura lieu le mercredi 10 mai à 13h30. Alors, Lise est propriétaire du Consultation et Formation Santé LDL à Grand-Sault. Elle a bientôt 40 ans en tant qu'infirmière immatriculée. Elle a complété et a de nombreuses formations et a participé au développement et à l'élaboration de nombreux programmes dans sa carrière, entre autres les études avancées en soins palliatifs ainsi que les études avancées sur les démences. Alors, nous souhaitons bienvenue à Lise. Bonjour tout le monde. C'est un petit peu dommage, je ne vous vois pas. J'aurais peut-être aimé vous voir. Je veux commencer par vous souhaiter une très bonne semaine des infirmières. Puis moi aussi, je me joins à Diana pour vous remercier pour tout ce que vous faites pour notre province et nos patients dans la province. Vous faites une grosse différence. Puis une des choses que vous faites, la grosse différence, c'est le soulagement des symptômes en phase palliative. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler des soins palliatifs. Peut-être que je ne vous apprendrai pas grand-chose. Peut-être que vous allez apprendre un tapon de choses nouvelles. N'hésitez pas à poser des questions. Il va y avoir une période de questions à la toute fin de la présentation. Fait que, comme que je vous disais tantôt, on parle de phase palliative et on parle de phase terminale, puis il y a une grande différence entre les deux. Je vais vous expliquer la différence entre les deux. Puis souvent, les soins palliatifs, c'est souvent associé avec le cancer. Ça aussi, c'est une fausse croyance. On va parler de ça. Naturellement, je mets l'emphase aujourd'hui sur la douleur. Fait que la gestion de la douleur, l'évaluation de la douleur, les traitements de la douleur, les traitements pharmaceutiques de la douleur, mais aussi les traitements point de vue des soins de la douleur. Fait que je vous parle de tout ça aujourd'hui. Mercredi, la session va être axée plus sur tous les autres symptômes qu'on retrouve en phase palliative. Fait que les nausées, les vomissements, la cachexie, la déshydratation, l'édème, etc. On va parler plus de ces symptômes-là lors de la prochaine présentation mercredi. Je veux que vous compreniez aussi qu'aujourd'hui, je vais vous partager beaucoup d'informations sur la pharmacologie, sur les bonnes pratiques, beaucoup d'informations qui viennent de l'Association canadienne des soins palliatifs, mais aussi de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Fait que beaucoup d'informations qui nous viennent de ces deux organisations-là reconnues. Je veux que vous compreniez aussi que tout ce que je vous partage comme information aujourd'hui et mercredi, ça va pas, faut pas que ça aille à l'encontre de vos politiques et de vos procédures à l'interne. Faites sûr que vous comprenez ça. Vous devez quand même avoir des prescriptions. Vous avez certaines responsabilités lorsqu'il y a des changements de dosage, changements de médicaments à titre d'infirmière auxiliaire. Vous avez quand même des bonnes responsabilités face à ça. Okay? Respectez quand même vos politiques et vos procédures à l'interne. Pour comprendre la différence entre phase palliative et phase terminale, il faut comprendre la différence entre un traitement curatif et un traitement qui est palliatif. Le traitement curatif, lui, il a comme but de se débarrasser de la maladie, guérir la maladie. Par exemple, donner un antibiotique pour une pneumonie, c'est considéré un traitement curatif. On veut se débarrasser de la pneumonie. Les traitements palliatifs, eux, ils ont dans le but de soulager les symptômes. C'est des fois une mauvaise une croyance quand on pense que les traitements palliatifs, se produisent juste à la mort du patient. Ce n'est pas nécessairement en attente de la mort du patient. Les traitements palliatifs peuvent quand même durer beaucoup plus longtemps qu'on pense. La phase palliative a quand même plusieurs buts. Le but, c'est de soulager les souffrances, rendre notre patient le plus confortable que possible, gérer la douleur, gérer tous les autres symptômes qui peuvent accompagner la phase palliative d'une maladie. Un de nos buts, c'est de maintenir notre patient le plus autonome que possible, avec un bon niveau de fonctionnement, avec une bonne qualité de vie, jusqu'au décès.
On améliore la qualité du décès, en d'autres mots. Fait que ça lui permet quand même de répondre à tous les besoins, que ce soit physique, émotionnel, spirituel de notre patient. La phase palliative nous permet d'atteindre tout ça. Habituellement, lors de la phase palliative, on devrait arrêter les traitements curatifs. Fait que, par exemple, un patient qui est en phase palliative de sa maladie, puis qui prend du Fosamax pour la prévention de l'ostéoporose, bien, vous le savez comment la pilule elle est grosse, puis comment elle est difficile à avaler, puis comment elle a beaucoup d'effets secondaires. Puis il faut qu'on reste notre patient assis pendant au moins 30 minutes après l'administration du Fosamax pour que ça soit pris à jeun. C'est tellement particulier. Bien, quand notre patient est rendu en phase palliative de sa maladie, qu'est-ce que ça donne de donner un médicament à titre préventif? Ça ne donne plus rien. Même chose pour les médicaments pour le cholestérol. Ça ne donne plus rien de faire de la prévention l'hypercholestérolémie à ce stade-là. Fait qu'il y a beaucoup de médicaments dans ce genre-là, c'est des médicaments qui sont donnés pour faire de la prévention. Les médicaments qui sont donnés dans le but de faire de la prévention ou dans le but de guérir une maladie devraient être cessés. Des fois, on va donner des médicaments curatifs, mais pas dans le but de guérir la maladie, plutôt dans le but de soulager un symptôme. Fait que, par exemple, ici, on vous donne comme exemple, administrer de la cortisone pour diminuer l'inflammation et la douleur. Oui, on va administrer la cortisone en phase palliative, même si la cortisone est considérée un médicament curatif. On va l'administrer, mais pas dans le but de guérir le patient. Ça va être dans le but de diminuer les symptômes, donc diminuer la douleur. C'est qu'on donne, comme par exemple, donner un antibiotique à une personne qui est en phase terminale de sa maladie, en phase palliative de sa maladie, mais qui fait une infection au niveau d'une plaie. On ne laissera pas souffrir dans ce cas ici. Donner l'antibiotique va être dans le but de soulager la douleur. Parfois, on va même donner des traitements de chimiothérapie ou donner de la radiothérapie dans le but de faire diminuer la croissance d'une tumeur cancéreuse pour justement diminuer la douleur, l'inflammation que cette tumeur-là pourrait causer. Fait que dans la phase palliative, ça peut parfois durer plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années. On parle d'une phase palliative. Il n'y a plus de traitements curatifs qui sont tentés. Fait que je vous donne comme exemple, j'ai un beau-frère qui fait une sclérose en plaques, qui a été diagnostiqué dans la vingtaine, qui est rendu à 65 ans. Les dernières 20 années, André, il est en phase palliative de sa maladie. On n'administre plus de traitement curatif. On sait qu'on ne pourra jamais guérir sa maladie. On veut juste le rendre confortable, puis améliorer la qualité de vie ou maintenir la qualité de vie le plus longtemps possible. Quand on parle de phase terminale, ça veut dire que le décès est imminent. Okay? On sait que la personne va mourir dans une question de heure ou de journée, parfois quelques semaines. OK? Fait que des fois, il y a des gens qui vont être en phase palliative pendant des années, puis que la phase terminale va juste durer quelques heures. Tout d'un coup, bang, ça descend. Puis, la personne décède dans l'espace de quelques semaines. Fait que c'est sûr que vous comprenez la différence entre phase palliative et phase terminale. Il y a plusieurs fausses croyances concernant les soins palliatifs. Souvent, on associe les soins palliatifs automatiquement avec le cancer, ce qui est totalement faux. Ou on associe les soins palliatifs aux personnes âgées. Encore une fois, c'est totalement faux. Okay? Les soins palliatifs, c'est pour tout le monde qui a une maladie, qui n'a aucun espoir de revenir à la normale, qui n'a aucun autre traitement curatif qui peut être tenté ou qui sont disponibles. Là, à ce moment-là, on se retrouve en phase palliative de la maladie. Fait que ça s'applique aux gens qui font le cancer, ça s'applique aux personnes qui ont des maladies dégénératives comme la démence de Parkinson, la sclérose latérale amyotrophique, la sclérose en plaques, les traumatismes sévères, les gros accidentés qui n'ont aucune chance de survie, les maladies chroniques avancées comme les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires obstructives chroniques, l'insuffisance rénale, le diabète en fin de vie. C'est toutes des situations où on va être obligé d'instaurer à un moment donné des soins palliatifs. Et naturellement, la phase palliative de la maladie est la plupart du temps accompagnée de douleur ou au moins de la peur d'avoir de la douleur. Fait que la douleur, ben, c'est probablement le symptôme qu'on retrouve le plus en phase palliative d'une maladie. Puis dans le fond, la douleur, c'est pas mauvais d'avoir du mal. C'est comme un avertissement, un son de cloche qui nous dit qu'il y a quelque chose qui se passe pas.
Puis en temps normal, dans une maladie, c'est bon d'avoir de la douleur. Fait que si on prend, par exemple, quelqu'un qui ne ressentirait pas de douleur lors de son infarctus. Des fois, on a des gens qui font des infarctus silencieux puis qui ne ressentent pas de douleur lors de leur infarctus. Quand ils n'ont pas de douleur, ça veut dire qu'ils n'iront pas chercher le traitement. Ça va retarder beaucoup avant qu'ils aillent chercher du traitement. Souvent, ils vont aller chercher le traitement une fois qu'ils ont perdu connaissance. La même chose pour les douleurs comme de l'appendice. Si on a un appendice puis qu'on ne ressent pas les douleurs de l'appendicite, ben, à un moment donné, on va juste avoir des symptômes alors que l'appendice va rupturer. On va commencer à faire de la température, on va commencer à avoir des nausées, des vomissements, etc. Fait que c'est les autres symptômes qui vont nous faire consulter. Ce n'est pas nécessairement les symptômes de douleur qui vont nous faire consulter. Fait que la douleur en phase chronique d'une maladie, en phase terminale d'une maladie, là, elle devient superflue. Elle devient non nécessaire. Il ne faut pas laisser souffrir nos patients inutilement. Et des fois, j'entends certains commentaires qui attendez-moi juste une petite seconde, hein, s'il vous plaît. Couche. Va couche. Va couche. Le désavantage de travailler à la maison est d'avoir un chien. Un gros bébé gâté. Donc, la douleur, c'est un symptôme qui est subjectif. Quand on dit un symptôme subjectif, on parle d'un symptôme que nous autres, les intervenants en soins, qu'on ne peut pas mesurer avec un de nos sens. OK? Donc, la douleur, elle est subjective, mais elle est toujours réelle. Des fois, il y a des gens qui vont dire, ben, elle exagère sa douleur, OK? Ou elle fake. OK? Il faut considérer que la douleur, ça peut être plusieurs choses. On n'a pas juste des douleurs physiques. Ça peut être d'autres choses. Ça peut être des douleurs émotionnelles. Ça peut être des douleurs au niveau social. On se sent isolé. On n'a plus la visite qu'on avait. On n'a plus les gens qui nous appellent. Fait que c'est des douleurs qu'on retrouve dans la phase palliative. Puis, qui on est, nous, l'intervenant en soins, pour juger de l'intensité de la douleur d'une autre personne? On vit toute la douleur de façon différente. Tu vas avoir une personne qui va avoir une douleur puis qui va être pliée en deux, à en crier et en pleurer. Tu vas avoir une autre personne juste à côté qui va avoir le même niveau de douleur, mais que tu n'entendras pas un son. Il faut respecter ce que les gens nous disent, point de vue leur douleur. Il faut respecter ça. On est mal placé pour juger de l'intensité de la douleur d'une autre personne. Et les différents types de douleurs qu'on va avoir, naturellement, on a les douleurs émotionnelles. Les douleurs émotionnelles, je vais vous donner comme un exemple. Vous avez tous sûrement perdu quelqu'un dans votre vie que vous avez dit à un moment donné, j'ai tellement de peine que ça me fait mal. J'ai mal à force que j'ai de la peine. Fait que ça, c'est une douleur émotionnelle, OK? On a tous vécu ça, des douleurs émotionnelles. Puis elle est réelle, cette douleur-là. Les douleurs sociales, c'est que souvent, avec la phase palliative puis avec la maladie chronique, souvent les gens, ils vont se sentir isolés. Souvent, il va y avoir une perte de travail, perte d'argent, perte de support financier. Ça va entraîner toutes sortes de symptômes. La dépression, l'angoisse, ça peut causer de l'insomnie. C'est une douleur sociale. Les douleurs spirituelles, c'est qu'en fin de vie, souvent, on va avoir plusieurs émotions qui vont ressortir. On peut avoir de la culpabilité. La culpabilité de peut-être pas avoir fait tout ce qu'on aurait dû faire dans notre vie. On peut aussi avoir des regrets. Peut-être qu'on a fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire dans notre vie. Et c'est des douleurs que ça nous cause, des douleurs spirituelles. Puis naturellement, on a les douleurs physiques qui souvent sont accompagnées de bien d'autres symptômes qui peuvent être causées par bien des choses. Les douleurs physiques en fin de vie, de faire des tests poussés, des examens de laboratoire poussés, des CT scans, des MRI, etc., ça devient comme pas mal inutile quand ils sont rendus en fin de vie. Votre but devrait être plutôt de rencontrer les besoins pour le soulagement des symptômes au lieu d'essayer de trouver la cause. Que ça donne de savoir, à moins que la cause puisse être traitée. À part de ça, ça ne vous donne rien de savoir la cause d'une douleur. Fait que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande plusieurs choses du point de vue la gestion de la douleur en phase palliative.
entre autres, de toujours se dire que la douleur est bien ce que la personne nous dit qu'elle est. Ce n'est pas ce que les autres pensent qu'elle devrait être. La douleur, ça se manifeste par des comportements puis par le langage chez la majorité des gens, mais chez certaines personnes, les comportements ou le langage vont être difficiles à évaluer pour pouvoir avoir une bonne idée de l'intensité de la douleur. Mais la douleur, elle est toujours réelle. Notre première étape, vraiment, pour le traitement de la douleur, c'est de faire une évaluation, de faire une bonne évaluation. Puis, dans la plupart des cas, moi, je vois ça souvent, même nous, les infirmières, on a tendance à sous-estimer l'utilité d'une bonne évaluation de la douleur. Plus que vous allez évaluer votre douleur de façon efficace, plus que vous allez contrôler la douleur de façon efficace. C'est important de choisir une bonne outil d'évaluation. Il y en a plusieurs qui existent. Vous irez faire une petite recherche Google sur l'ordinateur, puis vous écrirez quelque chose en genre grille d'évaluation de la douleur et vous sortirez bien des modèles. J'ai 2 modèles que moi, je priorise, OK, pour faire l'évaluation de la douleur. Il y en a une qui est correcte, il y en a une qui est très bien. Mais c'est à vous de choisir quelle grille d'évaluation vous allez utiliser pour évaluer la douleur de vos patients. Par contre, c'est que quand vous commencez avec une grille, vous devriez garder toujours cette grille-là jusqu'à temps que la condition du patient, ça ne sert plus à rien de faire l'évaluation, qu'on donne d'emblée les médicaments. Fait que je vous montre la première grille, l'échelle verbale simple, le EVS, que la majorité des gens utilisent. C'est une échelle de douleur de 0 à 3. C'est très subjectif, très, très, très subjectif. On demande tout simplement aux patients de 1 à 3 comment ça va aller votre douleur. Mais des fois, là, c'est important de rajouter un petit peu plus d'informations. 1 à 3, d'emblée, la majorité des gens vont vous dire 3. OK? Des fois, on rajoute un petit peu d'informations. Moi, quand j'utilise cette échelle d'évaluation-là, ce que j'ai tendance à dire, c'est 1, je compare ça à ce que je suis en train de t'arracher un cheveu. 2, je compare ça à ce que je t'ai fait une petite coupure de 1 pouce sur le doigt. Puis 3, je compare ça à ce que je t'ai arraché un bras. OK? Fait que la minute que tu dis ça, bien, tout de suite, ils vont dire, ben non, ça ne fait pas aussi mal que si tu m'aurais arraché un bras, ou ben non, il n'y a jamais personne qui m'a arraché un bras, que je ne sais pas, mais je ne pense pas que ça ferait mal le même. Fait que souvent, ils vont aller avec 2. OK? Mais c'est un bon barème pour vous autres, parce que si votre patient, il a tout le temps dit 2, puis qu'à un moment donné, une nuit, il vous dit 3, mais là, ça vient de changer. Ça veut dire cela que son niveau de douleur il est beaucoup plus sévère. Il va peut-être falloir ajuster les médicaments ou donner plus d'entredoses à ce moment-là. Fait que c'est facile à utiliser tous les jours. Si votre patient est très, très, très souffrant, il ne pourra même pas vous donner de réponse à un moment donné. Fait qu'on assume que c'est un 3. On traite, puis après ça, quand la douleur diminue, on peut reposer la question. Mais il faut traiter. On ne laisse pas le patient souffrir de façon inutile. Moi, j'aime beaucoup l'échelle de l'opus. L'échelle de l'opus, quand j'ai fait le développement du programme de soins palliatifs, quand j'étais avec les collèges communautaires, j'ai développé le certificat d'études avancées en soins palliatifs. Puis, c'est là que j'ai découvert l'échelle de l'opus. Je ne la connaissais même pas dans le temps. Fait que c'est une échelle qui est basée sur des comportements, puis qui est très efficace pour les patients qui ne sont pas vocales, les patients qui ne parlent pas, ou les patients qui sont aphasiques, comme les patients qui sont atteints de démence. Ça peut être très, très utile parce qu'on évalue surtout les comportements de la personne. C'est ça qui va nous indiquer le score, puis c'est ça qui nous est, plus que le score est élevé, plus que la personne est en douleur. Fait que c'est facile à comprendre, c'est facile à utiliser. Son petit hic, là, ce que les gens aiment moins de cette échelle-là, c'est le fait qu'elle prend un petit peu de temps. Il faut prendre le temps de l'utiliser. Fait que je vais essayer de faire ça comme il faut, puis de vous montrer l'échelle de l'opus sur le document Word. Encore une fois, ma belle Joyce, je vais te demander de me faire un petit thumbs up, puis me dire si tu la vois. Fait que Joyce, est-ce que tu vois l'échelle de l'opus? Toi, tu la vois, Diana?
Joyce Lavoie. OK. Hey, on t'abrique-abraque un petit peu un matin, hein? Bon, l'échelle de l'opus, c'est divisé par sections. Il y a 3 sections principales. Il y a la section sur le ralentissement somatique, le ralentissement psychomoteur, puis le ralentissement psychosocial. OK? Puis, c'est des pointages. Fait que vous encerclez les chiffres, ensuite vous calculez. Et si disons qu'on a un patient qui n'a pas de plainte, bien, on y accorde un score de 0. Si c'est de la plainte uniquement à la sollicitation, disons qu'il bouge son bras, il y a une douleur, à ce moment-là, on va y accorder une note de 1. Plainte spontanée occasionnelle, il n'y a pas besoin de bouger, puis ça fait mal quand même. On va y accorder une note de 2. Plainte spontanée continue, il se lamente continuellement. Il y a du gêne, il se plaint, il gêne, il pleure continuellement, on va y accorder une note de 3. Pour les positions, on fait la même chose. OK? Il n'y a pas de position antalgique, c'est-à-dire qu'il n'essaie pas de protéger rien. OK? Le sujet évite certaines positions de façon occasionnelle. OK? Disons que vous venez pour le toucher sur un bras, puis il y a une douleur au niveau du bras, puis il va se tasser pour pas que vous y touchiez à ce bras-là. OK? Il y a une position antalgique efficace. OK? Fait que lui, il est confortable, il met son bras sur lui, il est confortable, puis il ne se plaint pas à ce moment-là. OK? Mais il faut qu'il ait son bras placé dans une certaine position pour ne pas ressentir la douleur. Ou il y a une position antalgique qui est permanente, mais qui n'est pas efficace. À ce moment-là, on y accorderait une note de 3. Fait que, on fait toute la grille. OK? Puis là, ça peut paraître long quand on le fait de même, mais quand on est habitué, ça va quand même rapidement. En dedans de 2-3 minutes, votre évaluation, elle est faite. Là. OK? Il y a une section sur le sommeil. Il dort habituellement, il a difficulté à s'endormir, il se réveille fréquemment ou il ne dort pas pantoute. OK? Fait que, ensuite, vous allez avec le ralentissement psychomoteur, les mouvements, et ensuite, au niveau de la communication psychosociale. C'est pour ça que, ici, cette section-là, elle est importante, la numéro 8. OK? Dépendant de la façon que la personne va nous communiquer sa douleur. À la fin de tout ça, le score maximal que vous pourriez avoir pour l'évaluation de la douleur, c'est 30. Donc, une douleur très, très intense. Mais quand vous faites votre calcul, si jamais qu'on a un score de 8, bien, ce n'est pas une douleur qui est très, très intense à 8. Ça ne veut pas dire qu'on ne traite pas. On traite quand même. OK? Sauf que ce n'est pas une douleur qui est très, très, très sévère. Fait que perception de la douleur chez la personne âgée. On a tendance à penser des fois que la personne âgée, elle ressent moins de douleur que des personnes plus jeunes. Puis ça, c'est totalement faux. Les personnes âgées ressentent la même douleur que nous, on peut ressentir. C'est juste la façon qu'ils vont exprimer leur douleur qui est différente. Puis ça va changer, là, OK? Là, je vous parle de la génération d'aujourd'hui, OK? La génération, nos personnes âgées d'aujourd'hui. Nos personnes âgées d'aujourd'hui ont subi tellement de choses dans leur vie, puis ont tellement eu de souffrances dans leur vie souvent. Ils ont vécu dans la pauvreté. Il y en a encore qui vivent dans la pauvreté. Que souvent, ils deviennent à penser que les douleurs, c'est normal d'avoir de la douleur quand tu vieillis. Ils viennent avoir cette fausse idée-là. Plus que tu es vieux, plus que tu vas avoir du mal. OK? Puis ça, c'est une mauvaise façon de penser. Des fois, j'entends du monde me dire si tu te réveilles le matin puis tu n'as pas mal nulle part, ça veut dire que tu dois être mort. Bien, c'est pas à cause on devient âgé, puis j'approche ça, moi, là, je suis rendue là. C'est pas à cause qu'on devient âgé qu'on devrait accepter d'avoir des douleurs. Les douleurs peuvent quand même être contrôlées. OK? Les personnes âgées ressentent les mêmes douleurs que quand ils étaient plus jeunes, sauf qu'ils les expriment moins la plupart du temps. Je vous dis la plupart du temps, parce qu'on a tout le temps des exceptions à la règle, ça, vous savez ça. OK? Fait que, souvenez-vous qu'avec l'âge, il y a des multiples maladies qui vont sortir. OK? Fait que, ils vont avoir des douleurs multiples. Tu peux avoir une personne qui souffre d'un cancer du poumon, mais qui souffre en même temps d'arthrite. Les douleurs du poumon sont là, mais la douleur d'arthrite, elle ne disparaît pas parce que
on a un cancer du poumon. La douleur d'arthrite, elle reste là quand même. Il faut quand même la traiter, la douleur de l'arthrite. Fait que les traitements, ce n'est pas juste pour la maladie que la personne qui va emporter la maladie. C'est pour toutes les douleurs que la personne pourrait avoir. Ça va changer, comme je vous ai dit. Il y a des études qui nous montrent que les générations d'aujourd'hui sont beaucoup moins tolérants à la douleur. Fait qu'on s'attend que dans les prochaines années, Dieu merci, probablement que moi, je vais être m'arrêter. Les gens qui sont moins habitués d'avoir de la douleur vont être beaucoup plus vocales face à leur douleur. Ils vont exprimer leur douleur probablement beaucoup plus que nos personnes âgées actuellement. Il y a d'autres études aussi qui nous montrent qu'on a tendance à sous-estimer les douleurs de la personne âgée, donc on a tendance à sous-traiter les douleurs chez la personne âgée. Fait que là, je vais vous parler de médicaments. Je répète le fait que vous ne devez pas prendre pour du cash que, oh, la madame, elle a dit ça, puis on doit faire ça, puis on doit faire ça. Vous devez suivre vos politiques et vos procédures, OK? La douleur, ça a un effet négatif. Il faut essayer de la traiter en autant que possible. Ce n'est pas juste une histoire qu'on a de la compassion, on a de l'empathie. Ce n'est pas juste ça que c'est. C'est juste qu'on veut essayer d'éviter d'autres problèmes. Fait que si on a beaucoup de douleur, bien naturellement, on risque d'avoir des effets néfastes face à ça. Parce que la personne va bouger moins, elle va se protéger plus le membre qui est atteint ou la partie qui est atteinte. OK? Donc, on va se retrouver avec des effets secondaires, des complications qui peuvent augmenter le niveau de douleur de la personne. Des phlébites, des embolies pulmonaires, des pneumonies, de la déshydratation, des plaies de lit, des escarres de décubitus. Ils ne se bougent plus, fait que là, ils finissent par avoir des escarres de décubitus. En plus d'avoir des douleurs de leur maladie terminale, ben là, ils ont des douleurs d'un escarre de décubitus. Fait qu'il faut essayer de prendre ça comme global, la gestion de la douleur. Fait que le but premier, c'est de donner des soins de base, puis ça, je vais vous en parler plus lors de la prochaine session, des soins de base pour diminuer les autres symptômes, mais aussi de donner l'analgésie qui est adéquate pour la personne et pour le niveau de douleur de la personne. Fait que au début, là, on veut donner de quoi pour le mal, pour au moins qu'ils peuvent dormir, qu'ils soient au moins confortables pendant la nuit. Ensuite, on veut ajuster le dosage pour qu'au moins, quand ils sont au repos, qu'il n'y a pas de douleur. Puis à un moment donné, on va essayer d'améliorer le dosage pour qu'il n'y ait aucune douleur, peu importe le niveau d'activité de la personne. Fait que je vais vous parler des analgésiques. Là. On essaye de choisir la mode la moins invasive que possible en commençant. Fait, naturellement, on va commencer souvent par la voie topique, la voie orale, la voie sublinguale. OK? Là, si ça ne marche pas, bien, à un moment donné, il va falloir qu'on aille avec les autres voies d'administration sous-cutanée, intramusculaire, intraveineux. Fait qu'on doit choisir selon l'intensité de la douleur. Fait que vous autres, les infirmières auxiliaires, tout comme les infirmières, vous avez des responsabilités face à la médication. Vous n'êtes pas supposé d'administrer aucun médicament si vous ne savez pas à quoi ça sert. Vous n'êtes pas supposé d'administrer aucun médicament qui a été préparé par quelqu'un d'autre, même dans une situation d'urgence. Fait que vous devriez connaître à quoi ça sert, les effets thérapeutiques, quels effets secondaires que vous pouvez vous attendre, la façon de l'administrer, combien de temps, la durée de l'effet du médicament. Puis, si il y a un médicament qui ne fait pas effet, disons qu'on commence, disons, par exemple, avec du Tylenol, avec codéine. Tylenol numéro 3 avec codéine, puis que ça fait plusieurs dosages qu'on donne, puis on n'a pas le soulagement qu'on devrait avoir, on devrait passer à un autre palier. Okay? Puis il y a des médicaments que peu importe le dosage qu'on va administrer, à un moment donné, ils ont un plateau. Ils ne feront plus effet plus que ça. Fait que ça, je vais vous en parler un petit peu tantôt. Okay? Demandez au médecin pour avoir des PRN, des entredoses. L'entredose, habituellement, est un mini-dosage qui va être administré en 2 dosages réguliers, puis qui permet quand même de soulager la douleur en attendant de pouvoir avoir le dosage régulier. Puis des fois, bien, il y a certains médicaments qu'on appelle les adjuvants ou les co-analgésiques
qui peuvent être efficaces. Ils n'ont pas d'effet en tant que tel pour soulager la douleur, mais ils potentialisent, ils augmentent l'effet analgésique de d'autres médicaments. Ça, je vais vous en parler tantôt, je vais vous en nommer quelques-unes aussi. Considérer les autres voies d'administration, surtout si que le patient présente des nausées et des vomissements. Il faut penser à d'autres sortes de voies d'administration. Rectales, les patchs, les perfusions intermittentes, ça peut aider. Au niveau rectal, si vous avez besoin de donner quelque chose qui est anti-inflammatoire, l'indométacine est super efficace. Puis il peut être utilisé comme entre-dose d'indométacine. Il peut être utilisé 2 fois par jour ou 12 heures. Puis même si vous ne pouvez pas le donner régulièrement aux 4 heures, peut-être une entre-dose d'indométacine, surtout si c'est une condition qui est causée par de l'édème, ça peut aider beaucoup. Les changements de dosage, assurez-vous que lors des changements de dosage, que vous êtes bien au courant du dosage. Si vous avez des calculs médicamenteux à faire avant d'administrer, faites sûr que vous faites faire vos doubles vérifications par une autre personne compétente pour la vérification des calculs. Fait que je vais commencer par le plus bas, je vais monter au plus haut, OK? Je commence par les analgésiques non opiacés, donc les analgésiques qui ne sont pas dans la classe des opioïdes comme la morphine. Fait qu'on commence naturellement par vous parler de l'AAS, l'acide acétylsalicylique, qui est en bon français de l'aspirine, puis les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ça se retrouve dans la catégorie des analgésiques non opiacés. Ça fonctionne sur les terminaisons nerveuses périphériques. C'est bien absorbé, mais ça a des effets secondaires. Fait que pas besoin de vous dire les effets secondaires communs, les brûlements d'estomac, les nausées, les vomissements, les sangs dans les selles, les étourdissements, les vertiges, le tinnitus, diminution de l'audition. Fait que c'est tous des effets secondaires qu'on a. Des fois, ça peut être diminué si on utilise les comprimés à enrobage entéré, puis aussi qu'on l'utilise par suppositoire comme le indométacine, qui est un anti-inflammatoire non stéroïdien, puis qui pourrait être donné par voie rectale au lieu d'être donné par voie buccale. Faites attention, ça ne devrait pas être donné en même temps qu'un anticoagulant ou en même temps qu'une personne qui a des traitements de chimiothérapie. L'AAS, c'est un antiagrégant plaquettaire, puis ça diminue les plaquettes dans le sang, donc ça augmente les risques de saignement. Puis on a déjà des risques de saignement sur les anticoagulants puis sur la chimiothérapie. L'exception à ça, c'est si disons qu'on a un patient qui est cardiaque puis qui prend du Coumadin ou du Xarelto. Des fois, les médecins vont rajouter de l'aspirine par-dessus ça, une aspirine de 81 mg par jour, puis ça, c'est correct, là. Pourvu que ça soit prescrit par le médecin. Dans ce cas-ci, l'aspirine n'est pas donnée dans le but de soulager la douleur, il est donné dans le but d'être un antiagrégant plaquettaire pour éclaircir le sang. Faites attention si vous avez des patients qui sont sur les hypoglycémies orales. Ça a tendance à augmenter l'effet des hypoglycémies orales, fait que vous risquez de vous retrouver dans une situation où ce que votre patient va faire une crise d'hypoglycémie. Fait que c'est vraiment à surveiller de très près si votre patient prend des médicaments pour son diabète type 2. À la suite de ça, on a les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Anaprox, naproxen, ibuprofène, Advil, tous ceux-là, ça c'est nos anti-inflammatoires stéroïdiens. L'avantage des anti-inflammatoires stéroïdiens, c'est qu'ils diminuent l'édème. Souvent, la douleur, elle est causée par l'édème dans une partie fermée du corps. Fait que, disons qu'on a une douleur dans une articulation, ça peut juste enfler so much. À un moment donné, il n'y a plus de place, là. Fait que ça va causer des grosses douleurs. Fait que les anti-inflammatoires aident beaucoup dans ces cas-là. L'aspirine, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ils ont un plafond analgésien. Ce qu'on veut dire par ça, c'est que ça n'a pas, même si vous augmentez le dosage, vous n'augmenterez pas l'effet analgésique du médicament. Il y a un dosage maximal que vous pouvez donner. Puis même si vous dépasserez ça, vous allez juste augmenter les effets secondaires. Vous n'augmenterez pas l'analgésie. OK? Fait que c'est pas tout le temps. Des fois, il y en a qui vont dire, bon, je vais doubler la dose. Non, on ne peut pas doubler la dose. OK? Pas dans ce genre de médicament-là. Puis comme c'est bien dur sur l'estomac, bien souvent, on va recommander qu'on va donner le Tecta, le Zantac
automatiquement quand on commence ces médicaments-là. L'acétaminophène. L'acétaminophène, toute seule, peut avoir quand même une certaine efficacité pour les douleurs périphériques, puis les douleurs qui sont causées par les terminaisons centrales. Ils n'ont pas d'effet anti-inflammatoire, ils ont un effet antipyrétique, donc ils peuvent baisser la température. Pratiquement pas d'effet secondaire au niveau gastro-intestinal. On dit tout le temps, si c'est sécuritaire pour la femme enceinte, ça doit être sécuritaire pour les personnes qui sont souffrantes. Si votre patient est allergique à l'aspirine ou il y a de l'intolérance à l'aspirine ou aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, à ce moment-là, le Tylenol devrait être considéré. Faites attention quand même si vous avez un patient sur le coumadin parce que ça peut quand même interagir avec certains anticoagulants. Le hic avec le Tylenol, c'est qu'on ne peut pas augmenter le dosage en dehors des doses normales, même si le patient est encore souffrant, parce que là, on va causer une toxicité au niveau du foie. Il faut qu'on s'en tienne habituellement à nos 4 à 6 doses par jour, gros max, là, parce que sans ça, on va se retrouver avec plus de problèmes. Le patient va nous faire une jaunisse, va tomber en insuffisance hépatique. On ne veut surtout pas se ramasser avec un problème additionnel. Les adjuvants ou les co-antalgiques, c'est comme que je vous disais tantôt, c'est des médicaments qui, ce n'est pas leur but principal, ce n'est pas de diminuer la douleur, mais quand c'est administré avec un autre analgésique, ça va avoir tendance à augmenter l'effet de cette analgésie-là. Puis, il y en a plusieurs catégories, comme la cortisone. Les corticostéroïdes sont considérés un co-antalgique. Les antidépresseurs, les anticonvulsivants, des fois, l'anesthésie locale ou chirurgicale aussi peut être nécessaire. Les antidépresseurs, ça va avoir un effet sur l'humeur, naturellement, c'est ça leur grosse action, mais c'est très efficace aussi pour les douleurs neuropathiques. Les fibromyalgies, puis les neuropathies diabétiques ou autres, les neuropathies traumatiques. Habituellement, les antidépresseurs sont très efficaces dans ces cas-là. L'effet secondaire, malheureusement, c'est que ça risque d'endormir un peu plus la personne, surtout si c'est une personne âgée. Là, ils ont tendance à faire des chutes de tension artérielle. Ils vont avoir des effets secondaires que tous les antidépresseurs ont, la sécheresse de la bouche, la constipation, rétention urinaire. Ça, c'est des effets secondaires normaux des antidépresseurs. Ensuite, on a nos corticostéroïdes qui agissent à titre d'anti-inflammatoire ou anti-édémateux. Fait que pour toutes les douleurs qui sont causées par une pression accrue dans un endroit, qui ne peut pas expander, qui ne peut pas se dilater plus que ça, les anti-inflammatoires sont fortement recommandés. Il faut réaliser par contre que ça a des effets secondaires à long terme. Fait que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez donner pendant des semaines et des semaines de temps. À un moment donné, il faut vous les arrêter. La possibilité de rétention urinaire, elle est là. Ça peut causer des troubles gastro-intestinaux, ça peut causer du muguet ou la candidose, du champignon au niveau de tout le tube digestif en partant de la bouche jusqu'au rectum. Mais ça, habituellement, c'est quand même bien traité avec les antifongiques qu'on utilise habituellement pour ces conditions-là. Les anticonvulsivants, très efficaces, on ne comprend pas vraiment pourquoi. Okay? Fait que les études ont montré que les anticonvulsivants, les médicaments qu'on donne pour l'épilepsie, ont tendance à améliorer le seuil de douleur des personnes. Fait que c'est surtout pour les douleurs neurologiques. Les plus fréquents, Rivotril, Dépakine, Tegretol, c'est surtout ceux-là qu'on va rencontrer. On recommande fortement de commencer par des petits dosages et augmenter progressivement jusqu'à temps qu'on a l'effet voulu parce que ça cause beaucoup de somnolence. À la suite de ça, on a les autres médicaments adjuvants comme les tranquillisants majeurs, le Nosinant. Ça, on essaie de garder ça plus pour les symptômes réfractaires. La session de mercredi, je vous parle des symptômes réfractaires. Les symptômes réfractaires, ça, c'est tous les symptômes que peu importe ce qu'on essaie de faire, il n'y a rien qui marche. Fait que les douleurs réfractaires, le Nosinant peut quand même aider. Dans tout ça, les relaxants musculaires comme le Flexeril, mais encore une fois, ça cause beaucoup de somnolence. Mais si votre patient dort déjà beaucoup, ce n'est pas ça qui va causer la somnolence. C'est sa condition qui cause la somnolence.
Je vous parle un petit peu des placebos. Il y a des gens, des fois, qui vont avoir tendance à se diriger vers les placebos parce qu'ils pensent que nos patients en phase palliative exagèrent leur douleur. Mais comme je vous ai dit tantôt, le patient en phase palliative, quand il exprime sa douleur, la douleur est ce qu'il exprime qu'elle est. Fait que les placebos, l'Organisation mondiale de la santé ne recommande vraiment, mais vraiment pas les placebos en phase palliative d'une maladie. Ça devrait complètement arrêter les placebos en phase palliative d'une maladie. Dans certains cas, on est obligé d'aller avec un bloc. Encore une fois, ça, c'est temporaire comme situation. C'est pas quoi qu'on peut faire jour après jour. Les analgésiques topiques sous forme de thym, comme le lit dedans pour certaines douleurs neurologiques, peut fonctionner aussi. Puis, naturellement, on a la morphine. Bon, la morphine, il y a certains mythes au sujet de la morphine, des fausses croyances. Un mythe, c'est une fausse croyance. Fait que, un des mythes qu'on retrouve, c'est que la morphine entraîne de la dépendance. La morphine n'entraîne pas de dépendance. La morphine entraîne de la tolérance. Ce n'est pas la même chose. La dépendance, ça veut dire que si vous arrêtez le médicament, OK, vous êtes dépendant physiquement, émotionnellement, psychologiquement, whatever. Quand vous êtes dépendant, ça veut dire que vous allez faire des symptômes de sevrage. OK? La tolérance, ça veut dire que plus que le temps passe et plus que vous en recevez, moins que le médicament devient efficace. Et que quand on a de la tolérance aux médicaments, à ce moment-là, c'est important d'augmenter les dosages jusqu'à temps que la douleur soit contrôlée. Puis, il n'y a pas de plateau pour la morphine. Okay? Il n'y a pas de plateau, on donne le dosage qui est nécessaire pour soulager. Okay? Si vous travaillez dans les soins palliatifs présentement, si vous êtes dans une unité de soins palliatifs présentement, ça peut vous servir. Okay? Peut-être que vous ne travaillez pas dans les soins palliatifs, mais même si vous ne travaillez pas dans les soins palliatifs, vous allez sûrement, un jour dans votre vie, prendre soin de quelqu'un en soins palliatifs. Fait de savoir que la morphine, il n'y a pas de plateau, là, ça peut vous aider à avoir une prescription pour soulager la douleur de la personne que vous êtes en train d'accompagner dans la mort. Un autre mythe qu'on a, certaines personnes pensent qu'on donne de la morphine pour précipiter la mort. Avec les bons dosages, une bonne évaluation des symptômes et les bons dosages, ça n'accélère pas le processus de la mort. Okay? La personne, elle va mourir de sa condition, elle ne mourra pas de la morphine. Fait qu'avec les bons dosages, naturellement. Puis quand le but, c'est de soulager la douleur. Un autre mythe qu'on va avoir, il y a une limite sur le soulagement de la douleur avec la morphine et les opioïdes. Non, il n'y a pas de limite. Si que le dosage est insuffisant, on peut l'augmenter. Okay? Les gens ont très peur des arrêts respiratoires. Si que la personne est en phase palliative de sa maladie et qu'il n'y a pas de réanimation, vous ne devriez pas avoir peur de ça. Je vous raconte, je prends une petite minute, je sais que le temps coule vite, mais je vous prends quand même une petite minute pour vous raconter. Mon beau-père est décédé d'un syndrome de Korsakoff, qui est la démence des alcooliques. Puis, les dernières 2 semaines de sa vie, il a été en phase terminale. La phase terminale a duré 2 semaines. La phase palliative a été plus longue que ça. Mais la phase terminale a duré environ 2 semaines. Puis c'est moi qui veillais les nuits. C'est moi qui faisais les nuits. Le reste de la famille faisait les jours et les soirs. Puis une nuit, j'ai eu un argument avec un infirmière qui refusait d'y donner sa morphine parce qu'il respirait juste à 6. Quelle différence que ça va faire? Qu'il respire à 6 ou à 4 ou à 2. Pas de réanimation, il est inconscient, il n'a plus de qualité de vie. On sait qu'il va mourir, c'est terminal. Okay? On a de la peine. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de peine. Ça ne veut pas dire qu'on veut accélérer sa mort. On ne veut pas qu'il souffre. Quand il s'est agité, quand il est agité et qu'il fait du bruxisme à se casser les dents, vous savez, le bruxisme, on se grinche les dents ensemble. Bien, lui, il se faisait du bruxisme à se casser les dents. Il était souffrant, le monsieur. Mais pourquoi le laisser dans la souffrance parce qu'il respire à 6? On sait qu'il va mourir de toute façon, on le veille. C'est ça qu'on attend. Okay? Fait qu'on a eu l'argument jusqu'à temps que je dise à l'infirmière en question, c'est pas compliqué, tu as 2 choix. Tu me prépares l'injection, puis je vais y donner moi-même. OK? Ou j'appelle le médecin.
Fait que comme qu'elle ne voulait pas que j'appelais le médecin, elle a préparé l'injection. Elle l'a donnée elle-même. On était rendu là. Pourquoi faire souffrir quelqu'un quand on a tellement d'options de traitement qui existent de nos jours? J'ai des étudiants qui me viennent de l'international, des étudiants qui sont déménagés au pays, qui ont leur citoyenneté canadienne. J'en ai qui viennent de l'Algérie. Puis j'en ai un qui me disait, chez nous, quand nos patients tombent en phase palliative de leur maladie, ils sont congédiés à la maison. Ils n'ont pas de service extramural comme que nous autres, on a ici au Nouveau-Brunswick. Nous autres, on est chanceux. C'est les familles qui se relèvent pour donner les soins. Mais ils s'en allent à la maison avec très peu de prescriptions, pas de médicaments. Ils allent mourir chez eux. Il me racontait que son oncle est décédé dans des souffrances atroces. Il n'y a pas de lieu de faire ça. Il n'y a vraiment aucun lieu de faire ça. Okay? On peut les soulager, fait qu'on devrait utiliser les moyens qu'on a disponibles pour les soulager. Ensuite, un autre mythe qu'on a, la morphine, les opioïdes sont réservés aux clients en fin de vie. Techniquement, non, parce qu'on peut quand même donner la morphine, les opioïdes pour des conditions aiguës. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, quand la condition devient chronique, il faut penser à une autre option de traitement. Les autres interventions qu'on peut faire face à la gestion de la douleur, attendez pas pour administrer les analgésiques. Ayez un horaire 24 heures. Parlez au médecin pour les entredoses, une atmosphère calme, relaxante, des distractions, des visiteurs, si c'est permis. Puis si que ça aide la personne. Par contre, si les visiteurs ont tendance à augmenter le stress, l'anxiété chez la personne, c'est peut-être mieux de restreindre les visites. Application de glace, de chaleur, ça peut aider si le médecin le prescrit et si le médecin est d'accord. Les changements de position fréquents. En phase palliative, en phase terminale de la maladie, alors qu'ils sont inconscients, on va en parler plus mercredi, quand ils sont rendus inconscients, les changements de position devraient se faire maximum à toutes les 2 heures, de préférence à toutes les heures, pour éviter les inconforts. C'est une partie. Quelqu'un qui travaille dans une unité de soins palliatifs, habituellement, ça se fait respectueusement. Les soins de bouche aux 2 heures se font respectueusement. Le massage se fait, etc. C'est juste quand on accompagne quelqu'un dans la mort puis que ce n'est pas nécessairement sur une unité de soins palliatifs, des fois, ça, c'est des soins qu'on a tendance à négliger un petit peu, puis pourtant qui sont tellement importants. Mercredi, je vous parle des autres soins qui sont associés à la phase palliative et la phase terminale de la maladie, le soulagement des nausées, le soulagement des vomissements, la constipation, l'édème, le délire en fin de vie, le cri de l'agonie, la dyspnée, qui est probablement un des symptômes que les gens ont le plus peur en fin de vie, le râle de l'agonie, le hoquet, le hoquet récalcitrant. Ça, je vous parle tout de ça mercredi. Mercredi, la session va être très chargée. Fait que je vous souhaite encore une fois une bonne semaine des infirmières. Un beau allô à toutes mes étudiantes, mes anciennes étudiantes. Puis, je vous revois mercredi.